Michel Yaël, bonjour. Bonjour. Un quinquennat à l'Élysée, des réformes pour vaincre le chômage, des moments forts, des crises, des négociations, une communication de crise parfois. On va parler de ça. Vous avez été haut fonctionnaire, conseiller social du président François Hollande pendant son quinquennat, au cœur de tous les dossiers chauds de cette présidence de réformes sensibles. Alors Michel Yaël, vous avez œuvré au cœur de la machine présidentielle. Estimez-vous que vous avez travaillé pour un président social-démocrate? Absolument. Si on définit la social-démocratie comme l'attachement à la démocratie sociale complémentairement à la démocratie politique, c'est d'ailleurs toute la difficulté de cet ajustement entre ces deux constantes de notre vie politique, assurément ça a été une période social-démocrate, avec, on le verra, ses succès, ses échecs et peut-être ses insuffisances. Mais c'est par contraste avec ce qui a pu se passer avant et en grande partie avec ce qui a pu se passer après qu'on peut estimer, et les historiens le diront dans quelques années ou quelques décennies, que cette période a été quand même plutôt marquée par le sceau de la social-démocratie. Alors précisément, vous apportez votre pierre à l'édifice avec cet ouvrage. Vous publiez Place de la République, chronique sociale de l'Élysée 2012-2017, publié aux éditions Le Lys Bleu. C'est une analyse au plus près du pouvoir, auprès de François Hollande, qui aborde tous les angles de sa politique dans le champ social. Pourquoi avez-vous voulu analyser ce parcours avec le recul ? C'est un peu le fruit du hasard. J'ai commencé, il n'y avait pas de préméditation absolue, j'ai commencé à prendre des notes lorsque je suis arrivé à la présidence de la République, de manière un petit peu éparse, pour une bonne raison, c'est que, tout en ayant une mémoire convenable, j'avais bien le sentiment que si je ne consignais pas un certain nombre de choses, de réflexions, d'événements, de rencontres, de circonstances, tout ça allait s'évaporer. Et je l'ai fait essentiellement pour des raisons familiales ou amicales, en me disant que tout ça ne passionnerait peut-être pas la population de manière globale, mais qu'en tout cas, je me devais de consigner ce témoignage pour celles et ceux qui m'entourent, qui se demandaient bien ce que je fabriquais de mes jours, de mes nuits et de mes week-ends. Alors, ça a pris du temps. J'ai attendu quelques années pour consigner tout cela et essayer de lui donner forme, avec deux idées. La première, c'est qu'il faut du recul pour prendre du recul. Je ne crois pas à l'histoire immédiate, en tout cas, dans ces matières. Et le second, c'est que formellement, dans la mesure où je prenais ma retraite de haut fonctionnaire en 2024, je me disais que personne ne pourrait me reprocher d'enfreindre ce qui me paraît assez nécessaire quand on a occupé ce genre de fonction, c'est-à-dire une certaine discrétion, ce qui ne veut pas dire encourir une censure. Je ne m'occupais pas de questions internationales ou de défense, mais je me suis quand même globalement interdit de mettre tout sur la table de manière désordonnée. Ça n'est pas le genre de la famille. Alors, est-ce que en creux, c'est une critique que vous faites de votre prédécesseur qui se répand dans les plateaux télé? Non, non, pas du tout. Chacun voit à midi à sa porte. J'ai toujours été plutôt hostile aux témoignages de circonstances, à chaud et sans, j'allais dire, sans contrefort, avec le risque qu'au fond, la matière même de la réflexion disparaisse derrière des choses qui sont un petit peu éphémères et qui personnellement ne m'ont jamais beaucoup passionné. Alors, dans votre ouvrage, vous abordez plusieurs facettes de votre rôle, avec la préparation des discours présidentiels, la manière de gouverner entre l'Élysée et Matignon, la communication. Je dois dire que ce qui m'a frappé en vous lisant, c'est qu'on se trouve immergé dans un univers que le film L'exercice de l'État de Pierre Schoeller avait scénarisé avec un Michel Blanc remarquable.
Cette impression de course effrénée contre le temps, comment vous l'avez-vous vécue? Comme une course effrénée contre le temps, à la fois en termes de masse de travail et de pluralité d'événements, d'éléments de contexte, de crise, etc. à prendre en compte. Mais le plus prégnant, c'est l'imprévisibilité. On m'a souvent dit, mais ça doit être beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail, mais il y a d'autres fonctions, y compris dans le secteur privé, qui emportent un investissement professionnel important. En revanche, il y en a peu qui soient aussi ou autant asservis à des événements que vous ne pouvez pas prévoir. Et donc, quand, par exemple, très prosaïquement, vous vous dites, ça serait peut-être bien que ce week-end, nous le passions un petit peu en famille, parce que ça fait 3 mois qu'on ne l'a pas fait, c'est le moment où à 23h30 le vendredi, on vous dit, bah écoute, il y a le feu quelque demain part, parce qu'il y a un feu de forêt là, où il y a tel mauvais coucheur à traiter, où le président veut qu'on travaille sur tel ou tel dossier ou telle réforme. Voilà, on s'y fait, mais c'est vrai qu'avec le temps, c'est un peu usant. Alors les conflits, les crises à gérer, les affaires aussi, les visites de terrain, on a l'impression que l'Élysée est quand même une machine qui broie, qui dévore parfois et qui doit réagir à la force des médias. Comment imprimer sa marque dans un tel contexte de pression permanente? Justement en essayant de ne pas imprimer sa marque et de disparaître un peu derrière les fonctions et derrière celui pour lequel vous les remplissez. Alors pas vous forcément personnellement, oui. Mais comment une présidence imprime sa marque face à l'actualité qui balaye d'un jour sur l'autre les événements? En étant conscient de ce paradoxe, c'est que alors que le système politique français aspire à une certaine forme de décongestion, de déconcentration, de décentralisation, de démocratie sociale, etc. En réalité, l'Élysée reste le centre du pouvoir et le lieu vers lequel, quels que soient vos efforts et quelles que soient les circonstances, surtout quand elles commencent à être un petit peu tendues, voire dramatiques, les yeux des uns et des autres se portent. Il y a ce phénomène que j'ai qualifié de question présidentielle par destination, c'est-à-dire qu'il suffit que le président de la République, quel qu'il soit, et même sans se prendre pour Louis XIV, considère qu'à un moment donné, tel sujet, apparemment un peu périphérique, requiert son attention pour que le sujet devienne présidentiel. Voilà. Et tout ça, c'est considérablement, je pense, renforcé du fait des hommes, c'était des hommes, et ce sont toujours des hommes, qui ont rempli ces fonctions, et du fait aussi de l'apparition des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, etc., qui font qu'aujourd'hui, plus aucun président ou aucune présidente ne pourra faire les bouquinistes comme François Mitterrand, ça n'existera plus. Alors, les discours, c'est une manière de donner du sens aux événements. François Hollande y apporte un soin tout particulier, et vous en savez quelque chose. Vous parlez d'un exercice qui se fait dans la douleur. Est-ce que cet art ne devient pas désuet à l'heure du tweet? Sans doute, et c'est la raison pour laquelle il faut un petit peu résister. La parole présidentielle se veut souvent performative, mais en définitive, l'idée que je m'en suis fait à mesure que le temps passait et que les difficultés ne se résolvaient pas, c'est qu'il n'y a pas de petite intervention. Il peut s'agir d'un discours très important à l'Assemblée générale de l'ONU ou à l'occasion d'un anniversaire, par exemple les 70 ans du débarquement en 2014. Il peut aussi s'agir de ce que j'appelle des notes de lecture, c'est-à-dire d'une cérémonie en hommage à une personnalité récemment disparue qui a accès à une cérémonie aux Invalides ou à une remise de décoration à quelqu'un qui peut n'être pas une vedette des médias. À chaque fois que le président parle, en tout cas c'est la vision qu'il en avait lui, mais je pense qu'elle est probablement partagée, y compris par ses prédécesseurs,
il y attache du prix. Il n'y a pas de petit discours au sens où il ne peut pas y avoir d'intervention j'allais dire, entre quatre yeux et à la bonne franquette. Ça n'existe pas. Alors, mais vous le décrivez dans Place de la République, ça donne lieu à des scènes assez cocasses et intenses où vous commencez la préparation d'un discours 15 jours avant l'événement et en fait un nombre de versions invraisemblables qui font que, semble-t-il, à la fin, le président se contredit lui-même dans ses remarques sur les indications qu'il avait données au départ. Enfin, Oui, alors plus exactement, ce qui arrive de temps en temps, c'est que la version finale ressemble beaucoup à la première. Voilà. Les idées ont fait leur chemin. Oui, moi j'ai toujours été adepte des sports de raquette, le tennis de table, etc. Donc ce ping-pong ne me gênait pas. Simplement, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il y a des moments où vous vous dites on va jamais y arriver, et puis on y arrive. Donc c'est une école de l'exigence. Et je dois dire que, même s'il m'est arrivé de râler plus ou moins intérieurement, la façon dont à la fin, quelles que soient les circonstances, le discours est approprié et le président parvient sans aucune difficulté à faire fi du papier qui lui a été proposé, fait qu'il se l'est, oui c'est ça, approprié, et que la probabilité que ce qu'il dit ait de l'impact, et qu'en tout cas il dise ce qu'il avait vraiment envie de dire, à ce moment-là devient proche de 1. Alors que quand vous faites un exercice un peu administratif et que vous avez le président ou l'autorité pour laquelle vous écrivez un discours qui vous fait 3 remarques et qui le prend comme tel, vous pouvez être un génie de la plume, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais à ce moment-là, la probabilité que le discours porte est assez faible. Mais vous décrivez des scènes qui sont révélatrices de cette frénésie, hein, où finalement c'est dans la voiture qui va sur le site que se font les dernières corrections avec les agents de sécurité qui doivent imprimer la version juste pour être à temps. Il n'y a jamais eu de loupé ? Non, il n'y en a pas eu. Une fois, on est passé pas très loin, puisque j'avais fait la sottise, compte tenu de l'état de presse dans lequel nous étions, parce qu'on était déjà en retard sur l'horaire, d'imprimer un discours en oubliant une des pages. Et donc je m'en rends compte dans la voiture, et à ce moment-là, il y a eu tout un balai qui a fait que les gardes du corps du président, qui étaient dans une autre voiture, ont appelé son secrétaire particulier qui a envoyé par mail la page manquante, ils l'ont imprimée dans la voiture, ils l'ont donnée à un motard en civil de la CRS numéro 1, vous savez ces motards banalisés qui accompagnent les motards non banalisés, qui l'a tendu à l'officier de sécurité qui était devant, qu'on appelle le siège, qui me l'a tendu à moi, qui l'a tendu au président. Bon, c'était un peu du Jacques Tati. On n'aurait pas réussi à récupérer cette deuxième page, que la Terre n'aurait pas arrêté de tourner, mais enfin ça aurait été dommage quand même. Alors je vous propose qu'on revienne un peu sur les grands chantiers de ce quinquennat, et j'aimerais commencer par le pacte de responsabilité. C'est un des tournants de ce quinquennat, il est annoncé lors des vœux du 31 décembre 2013. C'est un deal, comme dirait Donald Trump, donnant-donnant de François Hollande. Je vous réduis les charges et vous embauchez. Alors, est-ce que pour autant, cela va faire des entreprises des assistés de la République? Vous nous le direz. Mais cette réforme, comment s'est-elle mise en place? Dans quel contexte? Il y avait une première idée qui était que la politique de l'offre, qui consiste à favoriser l'activité économique en essayant de veiller à alléger ce qui pouvait l'être dans la pression sociale et fiscale aussi, qui était donc de faire de cet objectif général quelque chose qui puisse être approprié justement par un gouvernement et un président social-démocrate. Parce que c'était un peu contre-intuitif. Dans l'histoire économique de notre pays, en tout cas, ça n'était pas le cas en Allemagne, mais c'était le cas en France, il y avait une sorte d'assimilation de cette politique à une politique de droite, ultralibérale, etc. Bon, donc vous voulez dire que le modèle c'était Schröder? Oui, c'est ça, c'était en partie ça, et c'était aussi le fait qu'on avait pour la première fois
Ça avait peut-être été le cas au départ de Giscard d'Estaing, mais un président qui n'était pas fâché avec l'économie. Voilà, il savait à peu près comment ça fonctionnait, il l'avait même enseigné. Donc la commande, qui était complexe, c'était d'aller dans cette voie tout en faisant un objet qui puisse être digéré, j'allais dire, par l'écosystème politique et la majorité qui, à l'époque, soutenait l'action du président de la République. Donc on a beaucoup travaillé sur ces questions avec Emmanuel Macron, en l'occurrence, qui était en charge à l'Élysée des sujets économiques. Et comme entre l'économique et le social, il y a une forte porosité. Et que, surtout sur ce sujet, et oui. que par surcroît, on ne s'entendait pas trop mal. On a essayé de bâtir je ne sais pas si c'était un New Deal, mais enfin en tout cas, c'était quelque chose qui s'y apparentait. Et puis, l'objectif était d'inverser la courbe du chômage. En ce qui me concerne, c'était d'ailleurs plutôt de la stabiliser dans un premier temps, parce qu'on était sur une pente extrêmement glissante. On a déjà oublié ça. Et finalement, on y sera parvenu, puisque contrairement à la légende urbaine, le chômage n'a pas diminué à partir de 2017, mais de 2016, ce qui n'est pas exactement la même chose. Voilà, donc cette idée aussi reposait sur un principe d'une certaine manière de contractualisation. Alors il n'y avait pas des contreparties inscrites dans un acte notarié, mais il y avait quand même l'idée générale que, en particulier, ce qu'on a appelé le crédit d'impôt compétitivité emploi, le fameux CICE, devait déboucher sur des actions positives de la part du monde économique, que ce soit en termes d'embauche ou d'investissement. Et l'accueil fait à cette opération n'a pas été, contrairement aux craintes qu'on pouvait avoir, négatif, au contraire. Et il s'est trouvé des partenaires sociaux pour aller dans ce sens. Le patronat, il y avait plutôt intérêt et d'une certaine manière, il découvrait sa propre capacité à être positif. Et les syndicats dits réformistes derrière la CFDT et Laurent Berger ont tout de suite compris qu'il y avait là une voie nouvelle qui méritait d'être explorée, même si elle n'était pas certaine. Alors, cette voie nouvelle, elle n'est pas non plus dans un contexte totalement facile. Hein, c'est que l'atmosphère des partenaires sociaux est un petit peu mouvante à ce moment-là, puisque la CGT est en crise de leadership. Le MEDEF de Pierre Gattaz campe sur un certain nombre de positions radicales, même s'il arbore un pins avec 1 million d'emplois. Comment fait-on pour établir un accord avec ces leaderships mouvants? Il faut, comme dans toute négociation, jouer premièrement sur la crédibilité de vos propositions et donc l'engagement des pouvoirs publics. Alors là, l'intérêt, c'est que quand c'est le président de la République qui s'engage, on ne peut pas aller beaucoup au-dessus de lui pour valoriser cet engagement. Et deuxièmement, de respecter les gens que vous avez en face de vous, c'est-à-dire de ne pas leur faire prendre des vessies pour des lanternes. Et cette approche assez pragmatique, qui était fondée sur le fait que fin 2013, ça faisait déjà plus d'1 an et demi qu'on travaillait sur ces différents problèmes, qu'on avait déjà élaboré pendant la campagne présidentielle, on avait pu, je pense, établir un relationnel qui, sans être idéal, était suffisamment robuste pour donner de l'importance et de la solidité à cette approche, à cette nouvelle approche contractuelle ou conventionnelle, quelle que soit la façon dont on le nomme. Voilà. Alors, au deuxième temps, dans cette épopée contre le chômage, on va avoir la loi de Myriam El Khomri. C'est un texte pour lequel les circonstances politiques sont différentes. On est en 2016. On a les débuts de la tension entre Emmanuel Macron et Manuel Valls. Et cette loi va faire perdre encore des points de popularité à François Hollande. Avec le recul, justement, le jeu en valait-il la chandelle? Je pense que la réponse est nécessairement un peu normande, oui et non. Oui, dans la mesure où la loi finalement s'attaquait à des, non pas des totems, mais à des rigidités
des obstacles qui, de la vie générale, en tout cas officieusement pour les uns, officiellement pour les autres, et notamment des économistes et pas forcément uniquement les plus libéraux, on l'avait vu avec le rapport de Louis Gallois, par exemple, sur la compétitivité, accréditait l'idée que un des moyens de lutter contre le chômage et de faire repartir la machine économique était de s'attaquer à ces rigidités, ces difficultés. Alors avec l'exemple emblématique des conflits du travail et du rôle des prud'hommes, qui, indépendamment de ce que l'on pensait de leur jurisprudence et de leur type de décision, mettaient un temps fou, notamment dans les grandes régions industrielles ou économiques comme l'Île-de-France, Rhône-Alpes, PACA, etc., à prendre des décisions, et que ce seul fait crée une incertitude terrible qui rétroagissait sur la capacité notamment des PME à embaucher et à aller de l'avant. Alors ça, c'est le point positif, si je puis dire, qu'on peut accompagner d'une deuxième remarque, c'est que dans toutes les études d'opinion que nous avions lancées sur le sujet, les Français, ce qui arrive de temps en temps, étaient globalement, voire nettement favorables à la demi-douzaine de grandes mesures que le texte comportait, prises isolément, et étaient défavorables au texte. À la globalité, voilà, au package. Donc, face à une maison de 6 étages, ils considéraient que chacun des étages était extrêmement bien organisé ou pas trop mal, mais ils ne voulaient surtout pas de la maison. Bon, voilà, c'était comme ça. Ce qui prouve qu'on avait sans doute un peu mal vendu notre affaire. Et sur un plan plus négatif, c'est vrai qu'on a été... D'abord, on était un peu en fin de quinquennat, ce qui est toujours difficile de lancer quelque chose qui n'était pas prévu dans le programme sur lequel vous avez été élu. Donc ce reproche a été encouru et malheureusement il a beaucoup pesé. Et puis c'était une époque où la fragilité de la majorité était un peu à son comble, avec un mouvement des frondeurs qui regroupait une soixantaine de députés. Et enfin, il y avait probablement un défaut d'alignement qui commençait à se sentir entre les différentes strates de pouvoir. Quand vous avez à gérer quelque chose d'aussi complexe et d'aussi délicat, et que de surcroît, dans votre équipe, il y en a un certain nombre qui ne voient pas le ballon dans la bonne direction de l'aire de jeu, il est rare que ça se termine bien. Voilà. Alors, dans votre ouvrage, vous faites une analyse à froid, avec ce recul, et vous reconnaissez un échec, c'est celui de la modernisation du dialogue social. Est-ce que, sur ce coup-là, aussi, vous aviez été trop ambitieux? J'en suis pas sûr, je pense, je le dis d'ailleurs, parce que je ne voulais pas distribuer les bons et les mauvais points. La modernisation du dialogue social aurait probablement dû être, de tous les accords interprofessionnels que nous avons suscités et qui ont découlé de la mécanique des conférences sociales et qui en ont donc d'une certaine manière marqué le succès et la validité, aurait dû être le moins complexe, parce que les enjeux étaient connus, le compromis était accessible et chacune des parties n'avait pas à payer très cher l'obtention d'un accord. Et je le dis, je crois l'écrire sans phare, que le patronat sait et nous a plantés collectivement, parce qu'il y avait des histoires de corne-gidouille dans cet accord concernant les moyens accordés aux partenaires sociaux, les nombres d'heures de délégation, etc. Et pour des raisons qui lui appartenaient, le négociateur du MEDEF a cru bon de tenir une comptabilité millimétrée de ce genre de choses. Les partenaires sociaux voulaient un petit peu plus, il les a refusés et donc ils ont emballé leur affaire. Voilà. Donc ça n'était pas un échec stratégique ni fondamentalement dramatique, puisque la mécanique prévue par la réforme Larcher de 2008 veut qu'on consulte les partenaires sociaux d'abord et qu'ensuite, en cas d'accord, on transforme l'essai dans un projet de loi, ou en cas de désaccord, ce qui a été le cas, on reprenne la main. Les pouvoirs publics ont pris la main, le gouvernement a pris la main, la loi a été votée. Voilà. Enfin, disons qu'on aurait pu s'épargner une randonnée un peu longue. Alors,
dans votre ouvrage, dans votre témoignage, vous faites un focus particulier sur le ministère des Affaires sociales et de la Santé. Ce ministère, vous avez éprouvé des difficultés d'amorçage de la politique, de clarification de l'orientation, de pilotage. C'est la santé. Vous n'êtes pas tendre avec Marisol Touraine, la ministre en charge. Comment fait-on à l'Élysée quand dans le casting gouvernemental on a un souci? On s'adapte. Moi, au-delà des questions de personnes, j'ai toujours considéré que, et c'était l'avis très net du président, les conseillers, même visibles et importants de l'Élysée, n'avaient pas d'autorité particulière sur les ministres. C'était à nous de faire les efforts, et il ne me paraissait pas anormal que de temps en temps, il y ait un désaccord, et le ministre, à ce moment-là, portait ce désaccord à la connaissance du président qui tranchait. Et le problème n'était pas là. Ce qui me faisait râler dans ce cas précis, c'est que d'une part, c'est mon ministère d'origine, donc j'en connaissais les moindres recoins. Deuxièmement, la ministre était quelqu'un de très proche et avec qui j'avais aucune espèce de difficulté, puisqu'on travaillait ensemble depuis près d'une vingtaine d'années, notamment au sein du Parti socialiste. Et troisièmement, on avait la chance d'avoir, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais sur ce secteur de la santé qui est le plus complexe de tous et qui appelait le plus d'efforts à la fois de réflexion, de conception, d'organisation, de réforme, on avait la chance d'avoir un capital de départ important, d'avoir des acteurs qui étaient prêts à jouer le jeu, et pour des raisons liées probablement à la peur de mal faire, ça n'a pas embrayé. Voilà. Donc nous sommes un peu heurtés à un mur, et ça reste dans le bilan que je trouve quand même assez consistant en matière de politique sociale de ce quinquennat, non pas un point noir, mais une sorte de partition inachevée. Voilà. Donc il va falloir reprendre ça un jour, mais je ne sais pas si ce jour viendra. En tout cas, je ne le verrai probablement pas. Alors, tout cela a quand même abouti à la loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation du système de santé, qui va apporter des avancées techniques, comme la mise en place des groupements hospitaliers de territoire, mais ne va effectivement pas pleinement satisfaire les professionnels. La stratégie nationale de santé accouchera de peu. Justement, comme vous le disiez, est-ce que ce sujet de la santé, qui est aujourd'hui encore, le Premier ministre Le Cornu a fait son premier déplacement sur ce sujet-là, est-ce que ce n'est pas le plus difficile des sujets? Si, absolument. Et d'ailleurs, sans plaider forcément pour le paradoxe, je continue de considérer que cette réforme est encore plus essentielle et encore plus compliquée que celle des retraites. Parce qu'en matière de retraite, évidemment, les enjeux politiques sont considérables, mais vous avez un ensemble de règles techniques, ce qu'on appelle les paramètres des retraites. Le maniement de ces paramètres n'est pas en soi compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de faire admettre la direction que l'on veut faire emprunter au secteur. En matière de santé, tout est compliqué. Parce que la santé, c'est la vie quotidienne, c'est la vie tout court et c'est la mort. Quand de la naissance à la mort. De la naissance à la mort. Et évidemment, il y a là-dedans beaucoup d'affect, peu de rationalité, des enjeux considérables, des professionnels qui souvent ne se sentent pas assez reconnus, qui se construisent d'une certaine manière, des professions en tout cas, les unes contre les autres. Les médecins contre les non-médecins, les généralistes contre les spécialistes, les hospitaliers contre les libéraux, les vieux contre les jeunes, parfois un peu les hommes contre les femmes, puisque la médecine devient, et c'est heureux je pense, parce que c'est par là que ça changera, un métier qui s'est considérablement féminisé, alors qu'il est représenté par des responsables tout à fait honorables, mais qui sont plutôt de ma catégorie d'âge et des messieurs un peu grisonnants. Voilà, c'est tout ça la santé, et c'est 10% du produit intérieur brut. Voilà. Donc ce sont des éléments qui font que ça crée un cocktail souvent un peu explosif, et je comprends qu'on en ait peur, et que donc on ne s'aventure dans la réforme qu'à petits pas, et malheureusement en ce moment il faut en faire quelques-uns mais plus grands.
Alors, avec vous, j'aimerais qu'on continue l'exploration sur le thème du gouvernement, du pouvoir à l'Élysée. Comment ça se passe? La pratique présidentielle de François Hollande a évolué par rapport à l'hyper-présidence de Sarkozy, mais ce retour à l'esprit de la Ve République ne va pas de soi. Il va falloir gérer des réglages entre l'Élysée et Matignon, l'agenda, les secrétaires généraux de l'Élysée qui changent. Comment fait-on, à l'endroit où vous étiez, vous, pour installer la bonne régulation de l'Élysée et dans votre rôle? Je pense qu'il y a d'abord des conditions de départ. La première, c'est d'avoir la confiance du président et que cette confiance soit palpable, si je puis dire. Alors évidemment, tous les conseillers et les conseillères du président, par nature, ont sa confiance, mais il y a des éléments un peu de hiérarchie implicite selon les sujets et aussi de relations personnelles avec l'autorité en question, qui peut être le Premier ministre. Là, moi, c'était le Président de la République. Donc le double fait qu'on se connaisse depuis très longtemps et que j'ai en particulier beaucoup participé à la campagne comme aux précédentes sur ces sujets-là, me donnait un peu d'élan dans le dispositif. Après, il faut avoir de la chance, même si elle se provoque. Je le dis, je considère avoir été extrêmement heureux dans les choix que les différents premiers ministres ont fait de leurs propres conseillers sociaux, qui étaient donc mes homologues. J'en ai usé 3, si je puis dire. Christophe Devis, Gilles Gâteau et Aurélien Rousseau, qui restent et qui resteront des amis proches. Alors, il ne suffit pas d'une dose d'amitié ou de connaissances interpersonnelles pour que ça marche, mais convenons que ça aide. Voilà. Et puis ensuite, après, c'est des questions d'éthique personnelle. Le président nous a tout de suite dit il faut que le gouvernement gouverne. Et j'en ai déduit qu'il fallait que le gouvernement gouverne, mais que le président préside. Et donc, on a eu des ajustements qui n'ont jamais été douloureux, y compris lorsque les autorités elles-mêmes semblaient un peu disjointes, si je puis dire. Et ça s'est fait parce que, encore une fois, les personnes qui étaient en charge de ça considéraient que leur devoir était que ça marche et que rien ne servait de jouer chacun dans son coin. La vie était déjà assez compliquée comme ça. Donc, il n'y a pas de formule du succès. Il y a des formules de l'échec, c'est-à-dire qu'effectivement, il suffit qu'on pense que vous n'ayez pas vraiment l'onction présidentielle, si je puis dire, ou que les caractères des uns et des autres ne s'accordent pas pour que ça ne marche pas. Et alors, dans cette partition, il y a un chef d'orchestre de l'opérationnel, c'est le secrétaire général de l'Élysée. Alors, Pierre-René Lemas a commencé, Jean-Pierre Jouyet a pris la suite. 2 personnalités, 2 styles? Oui, alors, 2 points communs tout à fait essentiels, c'était l'un comme l'autre, et ce sont l'un comme l'autre, des amis intimes du président de la République. Donc la question de la confiance ne se posait pas. Et alors, ce qui est vrai pour un conseiller, l'est a fortiori pour le patron du cabinet présidentiel. Et deuxièmement, des personnalités assez différentes, mais au fond, avec les mêmes valeurs et la même capacité d'empathie. Il faut se lever de bonne heure pour se disputer avec l'un comme avec l'autre, alors que tout le monde a en tête un chapelet de secrétaire général de l'Élysée avec lesquels c'était plutôt difficile de s'entendre. Donc ils ont joué un rôle tout à fait considérable dans des conditions difficiles et des conditions différentes. Et j'avais la chance de bien les connaître aussi. Donc moi je n'ai rien de particulier à dire sur leur exercice qui n'était pas simple. Hein. C'est le boulot le pire qui existe. Je suis très proche et resté très proche de mon ami Jean-Louis Bianco qui a fait ce job pendant 9 ans d'affilée avec François Mitterrand. C'était une autre époque, c'était une autre relation, mais il y avait quand même cette exigence. Et c'est lui qui m'avait dit un jour, tu vois, le problème c'est que derrière nous il n'y a rien. Et donc nous n'avons pas le droit à l'erreur. Ce qui m'a toujours servi de guide à un certain moment où je me demandais s'il fallait aller dans un sens A ou dans un sens B. Et j'en ai conclu qu'il fallait en tout cas aller, on ne pouvait pas ne rien faire. Voilà.
Alors, dans la mécanique que le nouveau président met en place pour aborder les sujets sociaux, François Hollande a innové avec l'organisation de grandes conférences sociales annuelles pour échanger avec les partenaires sociaux. Vous êtes à la manœuvre, et ce n'est pas toujours facile de rassembler tout le monde autour de la table. Quel bénéfice avez-vous tiré de ce dispositif, même s'il s'essoufflera un petit peu au fur et à mesure? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que nous l'avions préparé de longue main, puisqu'on a commencé à travailler dans la coulisse, y compris avant la campagne présidentielle officielle, en faisant le tour des partenaires sociaux que je connaissais bien. Et donc, pour employer un terme sportif, nous arrivions lancés. Voilà, parce qu'effectivement, s'il avait fallu faire les plans de l'immeuble avant de se lancer, on y serait encore. Deuxièmement, nous sortions d'une époque, d'une période d'extrême tension déjà entre le pouvoir et l'ensemble des partenaires sociaux, y compris le patronat. Donc il y avait un appétit de part et d'autre pour un système plus régulé, avec du temps pour faire les choses et la nécessité de se parler. On savait où on allait le faire, on avait choisi le Conseil économique, social et environnemental qui nous paraissait en pratique et symboliquement le bon endroit. On connaissait le programme, on connaissait la hauteur de la haie à franchir, et donc on y est arrivé. Et c'est vrai que ça a été forcément un peu décrescendo, puisque la première fois tout marche, donc ça a l'attrait de la nouveauté, la deuxième fois ça a l'attrait de la confirmation, à partir de la troisième ça commence à devenir un peu banal, donc on a fait évoluer un certain nombre de choses. Mais ce qui me frappe au bilan, c'est que l'ensemble des accords qui se sont noués entre les partenaires sociaux pendant ce quinquennat ont été incubés dans la conférence sociale. L'accord sur le marché du travail, qui est probablement le plus important, de janvier 2013, l'accord de mars 2014 sur la formation professionnelle, l'accord sur l'assurance chômage, l'accord sur les retraites complémentaires, la création des emplois d'avenir, les questions de santé au travail et d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, des sujets propres à la fonction publique dont je m'occupais aussi. Finalement, c'est pas si mal tout ça avec le recul. Tout n'a pas été parfait, mais la méthode, voilà. Nous n'avions pas fait le voyage pour rien. Voilà. Alors, dans cette période de disette budgétaire, le CESE fait régulièrement l'objet de critiques sur son utilité. Qu'en pensez-vous? Je trouve ça assez pathétique, pour tout dire. Non pas que le CESE n'est pas comme tout un tas d'organismes, même si lui appartient à cette catégorie assez réduite des assemblées constitutionnelles, n'est pas des progrès à faire dans sa gestion. Mais j'ai toujours eu le sentiment que derrière ces attaques, qui sont assez récurrentes, quelle que soit la majorité à la tête du CESE, on oublie de dire quels sont les enjeux véritables, puisque je pense que son budget de fonctionnement doit être de 30 millions d'euros, ce qui veut dire que par rapport à l'Assemblée et au Sénat, on a affaire à un nain budgétaire. C'est moins l'institution et sa gestion qu'on veut atteindre que le rôle des partenaires qui y siègent, en particulier les partenaires sociaux. Il n'y a pas que, il y a aussi le monde de la mutualité, de la coopération, des associations, etc. Et il y a cette idée que c'est un peu un empêcheur de tourner en rond, puisqu'il arrive à passer des accords, à montrer une certaine capacité consensuelle, y compris entre des partenaires que tout oppose, et qui ne font qu'éclairer les échecs des tentatives extérieures d'aboutir au même résultat. Voilà, donc tout ça me laisse globalement assez froid. Alors, vous avez traversé un quinquennat agité, avec un certain nombre de crises, de polémiques, et une communication qu'on peut qualifier d'améliorable, en tout cas pendant un certain temps. Il faut reconnaître à votre ouvrage le devoir de sincérité que vous avez exercé. Vous n'occultez pas ces crises, ces polémiques et les faux pas. Vous parlez de Florange et la manière dont Arnaud Montebourg s'en saisit, des affaires Cahuzac, Morel, Thévenoud. Comment, avec le recul, analysez-vous ces loupés
soit dans le casting, soit dans la communication qui accompagne ces crises? Bah, comme les catastrophes aériennes le sont, c'est-à-dire la résultante de plusieurs phénomènes qui, additionnés, aboutissent à la catastrophe, il n'y a pas d'explication univoque. Le fait que telle ou telle affaire éclate est lié à des comportements répréhensibles de personnes physiques. Voilà, c'était le cas des personnes que vous avez citées. Alors on peut toujours se dire, mais pourquoi les avoir recrutées? Il y a peut-être eu un petit défaut de prévention en la matière. Mais sur la masse, j'allais dire, vous avez deux problèmes sur 80, 100, 200 personnes, et ces deux problèmes vous pourrissent la vie de façon souvent excessive. Je pense qu'il y a peut-être eu un défaut de surveillance, et d'ailleurs les règles ont un peu changé. La création de la haute autorité de transparence de la vie politique a quand même considérablement resserré les mailles du filet, ce qui fait qu'aujourd'hui la mécanique de nomination d'un ministre est devenue un sport de compétition, alors qu'auparavant tout ça se faisait à la bonne franquette comme pendant les années 60. Après, la communication, c'est quelque chose de plus complexe. C'est Laurent Berger qui m'a souvent dit, d'ailleurs il l'a dit en public, qu'il ne comprenait pas comment un gouvernement pouvait faire autant de choses positives et n'en parler jamais. En tout cas, de la manière qui aurait convenu. Je pense que ce n'est pas uniquement une question de professionnalisme, c'est une question de positionnement de la communication dans le dispositif. Il y a toujours deux écueils symétriques en la matière. Le premier qui est le tout communication. La présidence Sarkozy était d'une certaine manière emblématique de cette nouvelle approche qui assez vite s'essouffle et aboutit à des résultats calamiteux. Et puis, à l'inverse, une certaine méfiance à l'égard de la communication, une certaine retenue, la nécessité de respecter l'intérêt général, de ne pas accabler les équipes antérieures, de ne pas souligner que nous arrivions au pouvoir avec un bilan des prédécesseurs absolument apocalyptique. Là, ce n'est pas l'outil de la communication, c'est le carburant qui passe dans les tuyaux et qui, en l'occurrence, ne passait pas. Donc je pense que dans les erreurs ou les insuffisances ou les pas de côté qui ont pu être commis, probablement qu'il y avait un excès de bonnes intentions par rapport à ce qu'est la vie politique, qui n'est pas pavée de bonnes intentions et malheureusement pas toujours articulée avec l'intérêt général. Alors, il y a un épisode que vous racontez dans Place de la République, vous le détaillez avec intérêt, c'est la montée en puissance d'Emmanuel Macron. Sous la bienveillante bénédiction de Jean-Pierre Jouyet, c'est un ministre que vous allez conseiller. Pensiez-vous que l'étoile filante du conseiller irait se hisser si haut? Je ne pensais pas, contrairement à des gens sans doute beaucoup plus clairvoyants que moi, que l'intéressé serait élu président de la République en 2017, parce que c'était impensable. On était 3 ans avant, 4 ans entre... Cette histoire commence pendant la campagne, mais en fait on a collaboré entre 2012 et 2014. Donc tous ceux qui nous expliquent, ou qui nous ont expliqué ensuite que tout ça était prévisible, se moquent un peu du monde. Donc ça pour moi c'était très clair. Mais il était non moins clair que ce garçon avait des aptitudes exceptionnelles, que ce soit sur le plan intellectuel ou dans son comportement de l'époque. Et mon petit doigt me disait qu'il irait loin. En tout cas, que si lui n'allait pas loin, les autres iraient moins loin. Voilà. J'étais sur ce constat assez équilibré. Et de ce point de vue-là, je pense que je ne me suis pas trop trompé. Alors, on est sur une forme de bilan. Bernard Cazeneuve, Aquilino Morel, Jean-Pierre Jouyet, Pierre Gattaz, Jean-Claude Mailly, Aurélien Rousseau. À Stratégie française, nous avons interrogé les figures de ce quinquennat particulier. Vous êtes celui qui apporte le regard le plus clinique sur cette période et précis aussi sur ces réformes. Cette chronique sociale de l'Élysée, pour qui l'avez-vous écrite en premier? Probablement pour mes jeunes collègues
qui se destinent ou espèrent se destiner à sinon des carrières, du moins des activités du même type, qui s'intéressent à la chose publique, ce qui est le cas de mes enfants et ce dont je suis très content, et qui veulent s'investir à un moment donné dans les sujets qui traversent un peu cette problématique, et notamment les questions sociales. Voilà, c'est préoccupation plutôt pédagogique, on va dire. Voilà, mais c'est vrai que ces sujets sont souvent perçus comme horriblement techniques ou comme très politiques, et c'est vrai qu'ils sont les deux à la fois. Donc il y a un coup d'entrée dans cette affaire, mais j'ai aussi voulu montrer que avec peu de moyens, on pouvait non pas déplacer les montagnes, mais enfin en tout cas laisser une trace et faire en sorte qu'il y ait des résultats au bout. Alors dans le bilan de ce quinquennat, vous exprimez un regret avec assez de poids pour qu'on en parle, c'est le sujet de l'accueil des réfugiés après la crise syrienne. Vous parlez d'Angela Merkel qui a pris son risque politique en accueillant en Allemagne de nombreux émigrés. Que critiquez-vous dans la position française sur ce sujet? Alors c'est un sujet qui m'est cher. Il se trouve que j'ai commencé ma carrière quasiment en m'occupant d'immigration, quand je dirigeais un organisme qui a disparu depuis, qui s'appelait le Fonds d'action sociale. Et j'ai mesuré, au-delà du statut de réfugié, puisqu'on avait là effectivement des gens qui avaient des statuts très différents, combien la santé d'une société, on le voit malheureusement maintenant, y compris aux États-Unis, pouvait reposer sur, ou pouvait être mesurée à sa capacité d'intégration justement, et d'accueil, y compris lorsque il n'y a pas de conflit, de ces nouveaux publics. Donc là, il y avait des conflits, on parlait bien de réfugiés et non pas simplement de personnes qui immigraient en situation irrégulière. Et alors, ce n'est pas une question de comptabilité, mais j'ai trouvé que dans l'approche française, qui était réputée être ce fameux creuset français dont le grand historien de l'immigration Gérard Moriel avait fait l'un de ses premiers ouvrages, dans la tradition d'accueil, avec ces vagues migratoires successives qu'on a oubliées, les Polonais, les Italiens, les Algériens, etc., nous aurions dû, sans faux semblant ni naïveté, porter le drapeau un tout petit peu plus haut. Et quand on voit qu'au fond il y avait un facteur 10, parfois 100 même, entre ce que faisaient nos amis allemands et ce que nous faisions nous, c'était un peu cher payé de la nécessaire prudence à observer sur ces questions. Voilà. Alors, pour faire un lien avec l'actualité, Michel Yaël, nous vivons aujourd'hui un moment social assez difficile. Le gouvernement est en cours de constitution, si on y arrive. Vous avez produit un papier qui donne quelques conseils aimables à Sébastien Lecornu sur 3 angles, et j'aimerais qu'on en parle rapidement, sur la justice fiscale, les retraites et le travail. Première question, justice fiscale, êtes-vous favorable à la taxe Zuckman? Oui. Oui, avec le cas échéant des bémols, puisque ça n'est pas à prendre ou à laisser. Mais l'approche qui consiste à dire que les plus fortunés de nos concitoyens, à partir du moment où l'ensemble de la société française est à la veille de faire des efforts de toute nature pour essayer de régler notre problème douloureux de finances publiques, peuvent contribuer un petit peu plus. Alors après, il peut y avoir des discussions à n'en plus finir sur l'assiette, sur le taux. Oui, oui. On a un système fiscal qui en fait est déjà très progressif, mais qui bizarrement ne l'est plus tout en haut de la hiérarchie des revenus. Voilà. Donc il y a quelque chose à faire ici, et je pense que politiquement c'est de nature, non pas à régler tous les problèmes, mais à déverrouiller cette porte qui nous empêche d'avancer, pour montrer que justement ce ne sont pas toujours les mêmes qui vont être appelés
à verser leur obol, notamment du côté y compris des classes moyennes, voire des classes moyennes supérieures, et que ensuite ça permettrait, comme je le dis souvent, de discuter de la discussion. C'est-à-dire que quand tout le monde est d'accord pour commencer à discuter, on peut effectivement aménager des manières de faire. Et c'est vrai qu'il y a bien d'autres sujets, mais en gros, le dossier des retraites et le dossier du travail me paraissent être des bons candidats à cet exercice. Alors, on verra ça dans les prochaines semaines et les prochains mois. Michel Yaël, vous avez été directeur des politiques sociales à la Caisse des dépôts et consignations, commissaire général de France Stratégie. Vous êtes aujourd'hui directeur de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Ce parcours au service du social, quelle ligne de force lui avez-vous donné? L'engagement. Voilà, je n'ai pas l'habitude de faire les choses à moitié. Ce n'est pas propre au secteur social, mais je pense qu'on ne peut pas travailler efficacement dans ce secteur si on n'a pas chevillé au corps ce que le couple Bakri-Jaoui appelait le goût des autres. Voilà. Ça ne suffit pas, hein, mais c'est une denrée initiale importante. J'ai la chance d'avoir été élevé dans ce contexte, en tout cas avec ce système de valeurs. Je crois que ça m'a beaucoup aidé. Et puis après, on dit souvent que la politique, c'est une rencontre entre des hommes, des femmes évidemment, et des circonstances. J'ai eu la chance de rencontrer ces circonstances. Et je ne m'en plains pas parce que la vie aurait pu se dérouler d'une autre manière sans que j'ai eu cette opportunité de faire des choses au meilleur niveau, parce que c'est quand même là que ça se passe. Et c'est vrai qu'avec le recul, je mesure mieux que tout ça n'a pas tenu à grand chose d'autre qu'à un fil. Alors, je ne sais pas si vous aviez cette vocation à l'âge de 18 ans, mais si là, maintenant, vous aviez à prendre un café avec le jeune Michel que vous étiez à 18 ans. Sur le plan de la vocation et de la vie qui va avec, les yeux dans les yeux, que lui diriez-vous? De rester serein, de ne pas s'énerver, de ne pas brûler les étapes et d'ouvrir ses oreilles. En gros. Michel Yaël, merci. Merci à vous.